Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau? Aujourd'hui, j'interviewe Benoît Leroux, spécialiste du surf-ski en tant qu'athlète, mais aussi anciennement constructeur de bateaux avec la marque Ocrea. Quel est le parcours de Benoît? Comment fait-il pour performer? Et surtout, qu'est-ce qui lui a donné envie de construire et de proposer ses propres bateaux? J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Benoît Leroux et ses secrets. Salut Benoît, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Rudy, ça va très bien, merci. Est-ce que c'est un jour où tu t'es entraîné? Oui, je suis allé courir aujourd'hui. Toi, tu es plus particulièrement spécialiste de surf-ski. Est-ce que l'hiver, on fait aussi du surf-ski? Oh bah oui, évidemment, ouais, surtout en Bretagne, c'est essentiellement là qu'il y a du vent et donc les vagues qui vont avec. Voilà, ça caille un petit peu, mais on essaie de s'équiper. Et ben justement, c'est là où je voulais en venir, c'est comme il fait froid, est-ce qu'en surf-ski, quand il fait froid, on met des manchons? Non, non. Il fait pas froid aux mains, il fait jamais froid aux mains. Enfin, des fois ça pique un petit peu, mais c'est pas grave. C'est plutôt sur les jambes et le buste en fait. On essaie de se couvrir un peu plus. C'est drôle que tu dises ça parce que la première fois que j'ai acheté des vêtements Waikobi, c'était à toi. Je sais pas si tu t'as peut-être pas la mémoire, mais je t'avais acheté des vêtements Waikobi parce que justement tu vendais ton stock et c'est à toi que j'avais acheté mes premiers vêtements pour l'hiver et que j'ai toujours et que j'ai mis aujourd'hui en plus. Ah bah tu vois. Donc c'est drôle. Comment t'as débuté le kayak? Tout petit, mon père était déjà à fond dedans en fait. Moi, Angie me fait signe dans le ventre de ma mère, donc c'est vrai aussi. Je crois que j'ai descendu ma première rivière dans le ventre de ma mère. Et en fait, mon père était au moment de ma naissance, il était à fond lui dans la descente de rivière à ce moment-là. Et puis donc tout petit, j'ai baigné dedans en fait. Après quand j'étais plutôt enfant, lui est parti sur le wave ski. Donc j'ai fait aussi pas mal de wave ski, de kayak dans les vagues. J'ai vraiment découvert le kayak en bord de plage en fait au départ avec mon père. Et puis bah après en grandissant, j'ai pris une licence au club de Brest. Et puis bah voilà, j'ai continué quoi. Là, tu dis que tu as commencé sur les bords de mer. Est-ce que ça veut dire que tu n'as jamais fait de descente ou de... t'as jamais été encadré dans un club avec les 2 séances habituelles par semaine? Si, qu'est-ce que tu appelles les 2 séances habituelles? Bah, de ce que j'ai compris, quand on débute et qu'on a 7, 8, 9, 10, 12 ans, il y a une séance le mercredi, une séance le samedi, où c'est un peu la découverte du kayak ou du canoë, où on fait un peu d'eau vive, un peu d'eau plate. Est-ce que toi, t'es passé par là?
Ouais, je suis passé par là. Après, moi, j'étais au club de Brest. Donc, grosse partie de l'année, en fait, on navigue en mer. Donc après, en mer, en fait, ça peut être, on naviguait dans le port, effectivement, avec des bateaux manœuvriers sur le plat. Faire des petits slaloms entre les bouées, sauter des pontons avec les kayaks, des choses comme ça. Et aussi, en kayak de mer, on sortait du port justement pour aller jouer dans les vagues. Après, en général, l'hiver, il pleut en Bretagne, donc effectivement, on allait régulièrement sur les Lornes, c'est une petite rivière en fait qui est au-dessus de Landerneau, à côté de Brest. Et donc effectivement, l'hiver, il y avait des cycles où on allait en rivière, donc en bateau de slalom et puis de descente après aussi. Donc t'as touché un peu à toutes les disciplines du kayak, on peut dire, quand t'étais enfant? Ouais, ouais. Très tôt, j'ai fait un petit peu de tout. Et c'est vrai qu'après, dans les catégories cadets, quand on faisait le championnat de France au Vive, en fait, on avait encore une bivalence aussi slalom et descente. Donc moi, j'ai fait les deux. Je crois que c'était justement après ma génération de cadets que cette bivalence s'est arrêtée. T'as quel âge exactement, Benoît? J'ai 38 maintenant. Ok, t'es encore jeune. J'ai dit, Oui, bah oui, oui. maintenant que tu me disais à mon époque et tout ça, je dis mais moi je te voyais assez jeune. Ouais, mais ça s'est arrêté il y a pas longtemps en fait. Et ouais, donc il y avait cette bivalence slalom descente. Donc j'ai fait les deux en cadet. Puis moi, comme j'aimais bien faire un petit peu de tout, j'ai même continué après en junior en slalom aussi. Et est-ce que t'as fait de la course en ligne aussi quand t'étais jeune ou pas du tout? Et oui, effectivement, ça faisait partie aussi de la formation, hein. On faisait la course en ligne. J'ai fait les traditionnelles régates de l'espoir en minime. Et puis et après en cadet, par contre, non, moi je me suis plus tourné sur l'eau vive et la mer. Ce qui faisait déjà un bon programme. Et puis c'était ouais, la course en ligne m'attirait moins à ce moment-là. C'est venu plus tard. Et est-ce que tu avais fait d'autres activités sportives en parallèle du kayak ou t'as vraiment fait que kayak, kayak, kayak? J'ai ramassé quelques pâquerettes sur les terrains de foot. J'ai fait un petit peu de judo aussi avant. Et puis si, en fait, je voulais commencer le kayak en poussin première année à 8 ans, mais je nageais pas très bien. Donc mon père m'a envoyé faire une année de natation pour apprendre à nager correctement avant d'avoir le droit de prendre une licence de kayak. Est-ce que en eau vive, tu te distinguais des autres? Est-ce que tu étais meilleur que les autres ou pas du tout? J'étais ouais, je me débrouillais bien. Après, j'étais meilleur que certains, moins bon que d'autres. Après, en eau vive, j'ai fait en cadet, moi j'ai fait troisième au championnat de France sur le combiné slalom descente. J'avais un niveau à peu près équivalent en slalom et en descente. Et ouais, si en cadet junior, je me débrouillais bien, ouais. Ok, ouais, donc t'étais quand même plutôt pas mal, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné alors vers le surski après? Parce que finalement, t'étais bien en slalom ou descente, t'aurais pu choisir de rester dans l'un des deux. Ouais, en fait, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai fait les deux jusqu'en junior. Et ensuite, je me suis orienté. J'ai fait beaucoup de descentes de rivière. J'ai été, après en junior, j'ai été champion de France de descente. Et ensuite, ça m'a décidé aussi à me spécialiser un peu plus vers la descente. Et j'ai été en équipe de France en descente jusqu'en 2008. Ouais, donc ouais, donc parce que j'avais pas trouvé autant d'infos que ça sur toi sur le net. Donc ouais, t'as fait énormément de descentes alors. C'était Ouais, vraiment ouais, ouais. et justement Ouais. quand t'as équipe de France de descente à cette époque-là, tout ça, comment tu t'entraînes? Beaucoup de plats, beaucoup de canal en fait. Et puis dès qu'on peut en stage de la rivière. Après, moi j'ai été
comment dire, quand on était sur Brest, déjà, on essayait de trouver en mer en fait des situations qui se rapprochent de la rivière. Donc après, il y a des zones, trouver des zones où il y a du courant ou des petits clapots. Naviguer au bord de la plage pour avoir très peu de fond. Ça se rapproche un petit peu à des navigations de gravière. Ça crée de l'eau dure en fait quand il n'y a pas trop d'eau. Donc essayer de trouver en mer comme ça des choses qui peuvent ressembler pour se mettre sur des situations de rivière. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'entraînais tous les jours? Alors j'ai commencé à m'entraîner sérieusement à partir de cadet. J'ai fait alors que je revienne en arrière, ma première année de junior, j'étais encore à Brest. Et c'est ça. Et ensuite, je suis allé à Rennes. J'ai été sur le pôle espoir à Rennes en fait, avec une équipe de descendeurs, dont j'étais avec Arnaud Ibois à ce moment-là sur Rennes. Je sais pas si ça te. Oui, ça me parle. Oui, tout à fait. Mais je cours après Arnaud depuis maintenant plusieurs mois pour l'avoir sur le podcast. Et pour l'instant, je n'arrive pas encore à l'avoir. Et donc, en fait, j'étais Arnaud, il a 1 an de plus que moi, donc on a fait pas mal de descentes. On a été en équipe en descente ensemble justement, et en partenaire d'entraînement sur le pôle espoir d'abord, puis pôle France à Rennes. Ouais. Est-ce que quand tu finis le pôle espoir, tu rentres au pôle France? Non, parce qu'en fait, j'ai fait pas en structure, parce que j'ai été faire moi ma terminale à Rennes, et après au niveau du choix d'études, en fait, j'ai fait une licence en matériaux composites qui m'a amené à Lorient. Donc je suis pas resté sur Rennes à ce moment-là. Je suis retourné naviguer avec mon kayak de descente en mer. Est-ce que cette licence était une préméditation pour la suite? Oui, évidemment. Ouais. Tout à fait, oui. Ouais. T'avais déjà dans l'idée de construire des bateaux alors? Ouais, je savais pas encore s'ils auraient des voiles ou autre chose, mais oui, ça faisait partie ça faisait partie des plans, ouais. Et à ce moment-là, donc tu fais de la descente, tu continues. Est-ce que tu performes au niveau international en descente? Alors, j'ai jamais été champion du monde, hein. J'étais plutôt moi je pense le bon partenaire d'entraînement. Essayer de se rapprocher du top 10 j'ai jamais fait de podium. Donc j'ai fait des performances qui étaient tout à fait honorables, mais pas de quoi me placer parmi les tout meilleurs mondiaux, quoi. Qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué pour être parmi les tout meilleurs? Peut-être un petit peu de rigueur, je pense, à l'entraînement, justement, où j'ai jamais été un acharné de l'entraînement, peut-être mon côté un petit peu feignant de ce côté-là, à essayer de tout jouer au talent. Et il y a un moment, ça suffit pas. Parce que là, tu dis que quand tu faisais de la descente, tu t'entraînais pas mal sur le plat, un peu en mer, avec des hauts fonds, donc tu prenais aussi des vagues, tout ça. Donc tu t'entraînais quand même beaucoup. Ouais, je m'entraînais beaucoup, quand même. Après, quand je disais que j'étais sur Lorient, que j'étais pas complètement au pôle France, j'étais quand même. Il y avait quand même Nicolas Lally qui continuait de me suivre et de me faire des planifs. Je le voyais régulièrement aussi sur les stages. Donc j'étais à Lorient un petit peu isolé pour m'entraîner, mais j'avais quand même un suivi. Et puis là-bas, j'avais aussi un bon partenaire d'entraînement avec qui je me tirais la bourre depuis les années cadet, en fait, qui était aussi en études à Lorient. Donc on était deux à naviguer en mer ensemble, en fait. Naviguer en mer, et puis le fait d'être sur Lorient, on n'est pas très loin non plus du Scorff et des Roches du Diable. Donc on avait aussi de bonnes opportunités en rivière pendant l'hiver, quoi. Et est-ce qu'en mer, tu naviguais en bateau de descente? Oui. Chose que je trouve incompréhensible aujourd'hui. Ouais, j'allais te dire, t'es en mer et tout, avec les vagues et tout. Là, si tu te retournes en mer avec ton bateau, c'est la merde, là. Ouais, c'est pas tellement de se retourner parce que finalement, t'es skimote, c'est plus que vent arrière en bateau de descente. C'est quand t'as goûté à un surf ski avec le gouvernail. C'est un truc. Je l'ai refait l'été dernier.
En fait, c'est nul, quoi. Mais au moins, quand tu sais faire du vent de travers en bateau de descente en mer, tu sais l'emmener partout où tu veux ton bateau de descente. Je parlais avec Renaud que j'ai interviewé Ouais. précédemment, la difficulté qu'a pour lui, et moi j'en parle pas, c'est pire, de lire justement la mer. Et toi, de ce que je comprends, tu as fait beaucoup de mer, donc même en bateau de descente, et tu as fait beaucoup de rivières aussi, de descente. Ouais. Comment on apprend à lire un plan d'eau? Tu vois, si tu devais m'expliquer simplement comment on lit un plan d'eau, comment on sait comment se placer, tu vois? Euh, je saurais l'expliquer un petit peu, mais en termes de placement, de te dire, bah là, tu attends que ta pointe elle soit vers le bas et tu démarres, ou alors des petits conseils en gros, quand la pointe avant est en l'air, en gros, ça sert à rien de pagayer, parce que c'est comme si tu montais une côte, d'attendre la pente suivante qui te porte. Des petites choses comme ça pour le surf, c'est des choses que finalement maintenant avec du recul et puis l'expérience, j'expliquerai. Je pense que ça fait 3-4 ans peut-être que je réfléchis un petit peu à ce que je fais en mer. Avant ça, c'était vraiment au feeling. J'avais pas de recul. J'aurais pas su t'expliquer pourquoi ça c'est plus rapide que ça. C'était uniquement du ressenti, je pense. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, la discussion qu'on avait avec Renaud là-dessus, c'est que on se disait que en fait, les meilleurs en surf-ski, bah, naviguaient un peu de manière instinctive, savaient quand il fallait pas yéyer, quand il fallait se laisser porter, tout ça. Et je me demandais, bah, est-ce que quelqu'un t'avait aidé justement à comprendre comment lire un plan d'eau, ou est-ce que c'est venu vraiment naturellement à force de faire? Non, c'est à faire, ouais. C'est à faire, à essayer, à faire. Ouais. Non, non, c'est essayer plein de trucs dans tous les sens. Euh, Après, j'ai toujours bien aimé aussi que ce soit les bateaux de descente ou les surf-skis de jouer avec les limites de ces bateaux-là, d'aller dans les vagues en bord de plage, de se faire prendre en travers, d'essayer de les ramener, vraiment de trouver les limites du bateau, jouer avec l'assiette avant, arrière, la gîte, le gouvernail. Ouais, c'est vraiment de la recherche personnelle Ok. de sensations. Ouais. Et donc avec cette recherche personnelle, est-ce que tu as pris beaucoup de gamelles? Ouais, ouais. Oui, c'est clair. C'est comme en slalom quand tu tentes des figures ou en wave ski, tu essayes des trucs, forcément tu prends des râteaux. Hein. Je me demandais si justement tu testais les limites jusqu'à temps de prendre une gamelle ou tu t'arrêtais avant de prendre la gamelle, tu vois. Ah non, 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 faut aller au bout. Non, non. Que- C'est vrai qu'en surf ski, je crois que c'est une des grosses différences avec le kayak, et une différence que j'ai découverte un petit peu plus tard finalement, c'est que en kayak en général on embarque d'une berge, d'un ponton, on se mouille pas les pieds quoi, la plupart du temps, et alors qu'en surf ski en fait être dans l'eau fait partie de l'activité. C'est un bateau qui est fait pour aller dans les vagues, qui est fait pour embarquer d'une plage où il y a des vagues, alors on peut aussi faire du plat et tout ce qu'on veut avec, mais c'est une embarcation qui est conçue pour être dans l'eau à côté aussi bien que dessus, quoi. Même si, bon, après, quand on fait la course, c'est mieux d'être dessus, évidemment. c'est, donc, c'est pour ça que finalement, pousser le bateau dans ses limites, c'est pas un problème. Je pense que ça fait partie de l'activité. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes la descente en 2008? En fait, 2007-2008, en gros 2006, 2007, 2008, c'est 3 années que moi j'ai consacré quasiment que à l'entraînement en descente. Il y a eu un moment donné, c'est en termes de choix de vie, j'avais mes parents qui me sponsorisaient toujours. J'avais pas spécialement de boulot. 2008, j'ai fini mes études moi en 2006.
Donc en gros, j'ai pris 2 années après les études, 2007-2008, pour faire que du bateau. Et puis à un moment donné, il fallait bien se mettre au boulot. Moi, j'avais ce projet aussi de création d'entreprise. Et puis projet d'enfant. En fait, j'ai eu mon premier qui est né en 2009, donc il a été conçu en 2008. Voilà. D'autres projets de vie qui ont fait que voilà, je tournais un peu la page du haut niveau en descente pour me lancer sur d'autres projets. Tu disais que tu avais un projet de création d'entreprise. Qu'est-ce que tu voulais faire? Je voulais fabriquer des kayaks. Et tu as commencé l'aventure quand de créer des bateaux, justement? Alors 2009, 1er janvier 2009. Ah ouais, je savais pas que c'était si vieux, entre guillemets. Et ouais, ça a tenu une dizaine d'années. Ouais. Et au début, tu faisais quoi comme bateau alors? Parce que ta marque, donc pour ceux qui connaissent pas, c'était Ocrea. Déjà, j'allais te dire d'où vient le nom, assez original. Ocrea, c'était le O pour l'océan, Créa pour la côté création, avec le K du kayak à Ocrea. C'était un petit peu un mix. Voilà, c'est ce nom-là qui est ressorti. Et à l'époque, tu crées ta marque de bateau. Pour quelles raisons tu juges que ce qu'il y a sur le marché te convient pas et que tu peux faire, je sais pas, mieux, si on peut dire? Ouais, si, clairement. En fait, j'ai eu cette chance aussi d'être au tout début du surf ski en France. Les premiers bateaux sont arrivés entre 98 et 2002. Moi, j'ai dû faire mon premier championnat de France en 2000, je crois, sur un surf ski. Et la position, en gros, on avait les fesses au fond, les pattes en l'air. Et c'est par rapport aux positions qu'on peut avoir en course en ligne ou même en bateau de descente, même si en descente, on a les fesses un peu plus bas. C'est des positions qui étaient nulles, quoi, au niveau ergonomie. Et le premier bateau, c'est mon père qui l'avait importé. Premier bateau que j'ai eu, en fait, j'ai commencé par le découper pour modifier le cockpit, quoi, en gros. Qu'est-ce que c'était comme bateau que tu as découpé? C'était je crois que c'était un Mako Millennium. Ok, Mako, je vois. Ouais, c'était un bon bateau, une super coque, mais ergonomie nulle, quoi. Et qu'est-ce que tu as changé au cockpit alors? Ce que tu t'es mis plus comme un course en ligne? Eh ben, j'ai rabaissé, retrouver une position course en ligne un peu plus, un petit peu à mi-chemin entre la course en ligne et la descente. Parce que c'est vrai que position course en ligne, ça fait un siège qui est assez haut. En mer, on a besoin quand même d'un peu plus de stabilité que sur de l'eau purement plate. Donc la hauteur de siège va plus se rapprocher du bateau de descente. Ok. Et est-ce que tu avais des commandes avant de lancer ton entreprise de bateau, ou tu t'es parti un peu comme ça en disant je vais trouver des personnes qui en veulent après? Ouais, j'ai pas pris les risques tout seul au début. J'ai fait, je te disais, en début des années 2000, j'ai commencé par modifier des bateaux existants. Et ensuite, moi, j'ai fait une licence, ma licence en matériaux composites. J'ai fait mon stage de fin de licence chez Polyform, qui fabriquait des kayaks de mer du côté de Rennes. Donc, ce qui m'a permis aussi d'ailleurs de retourner sur une saison au Pôle France à Rennes à ce moment-là. Je faisais encore de la descente. Et donc j'ai fait mon stage chez eux. En fait, mon projet de stage, c'était de créer un surf ski pour la marque Polyform à ce moment-là. Et donc j'ai travaillé sur ce projet-là, et puis j'ai été embauché chez eux à la suite en fait pour finaliser ce projet-là. Donc, j'ai travaillé d'abord chez Polyform pour créer mon premier surf ski qui s'appelait le 16 au départ. Donc, mon premier surf ski en fait qui a été commercialisé, je l'ai fabriqué, je l'ai fait pour Polyform. Et donc, c'est après, donc Polyform, ils ont arrêté leur fabrication. Et au moment où j'ai monté moi mon entreprise début 2019, 2009, pardon. Ouais. En fait, eux arrêtaient, et puis en gros ils m'ont offert la forme que j'avais fait chez eux, quoi.
Donc j'ai démarré en fait mon entreprise. J'avais déjà une forme de bateau que j'avais créée pour Polyform. Et comment t'avais choisi la forme du bateau? Comment on peut savoir? Moi, j'y connais rien, donc je te poserai la question. Comment on peut savoir Ouais. que ça va être la bonne forme, qui va glisser, qui va être stable? Comment tu fais? C'est toujours un petit pari. Après là, l'idée c'était en fait on courait sur des bateaux qui étaient importés d'Afrique du Sud avec un gabarit moyen de 1,80 m 90 pour autant de kilos. Et par rapport au gabarit moyen en fait qui pratiquaient en mer à l'époque en France, c'était plus du gabarit de descendeurs finalement, donc des gens de 1,75 m, à peu près ma taille en fait, 1,75 m, 70 kilos maximum. Donc en fait les bateaux étaient trop gros pour la majorité des gens qui pratiquaient en mer à ce moment-là. Donc l'idée moi c'était j'avais fait un relevé de forme en fait sur une forme sud-africaine et j'avais fait une réduction de volume un petit peu dans tous les sens. Voilà, après je passe les détails techniques, mais fait une préforme en fait en mousse avec une réduction d'échelle. Et l'idée c'était de faire un bateau de 6 mètres parce qu'on était aussi systématiquement là sur les bateaux sud-africains, ils faisaient 6 mètres 50. Et voilà, moi je voulais redescendre à 6 mètres pour que ce soit dans des proportions un peu plus raisonnables. Et voilà, donc ça c'était le projet de partant d'une forme de coque qui fonctionnait déjà bien. Il n'y avait pas de raison finalement qu'en la réduisant un petit peu dans toutes les dimensions, elle marche beaucoup moins bien. Et comment ça s'est passé alors quand tu as testé ton bateau? Et alors le premier prototype, on l'a testé. Il y a tout le travail qui a été fait par ordinateur, mais après il y a le travail de débutant à la main qui a un peu sapé les codes précises de l'ordi. Donc les premiers essais, ça marchait pas super. Il a fallu modifier des trucs. Et j'avais un peu tordu la forme. Enfin bref. Et après là-dessus, il y a mon père qui m'avait vachement aidé. On reviendra peut-être sur le sujet plus tard, mais il a pas mal bricolé pour le kayak aussi. Et donc il avait une expérience que moi j'avais pas encore. Parce que ton père, comme il faisait de la descente, de ce que j'ai compris, avant beaucoup faisaient leur propre bateau en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis même après, lui a créé des formes déjà pour développer la pratique du kayak en mer. Parce qu'en fait, il bossait pour la ville de Brest au centre nautique et il n'y avait pas réellement d'outils de bateaux adaptés aux enfants ou au public qui voulait accueillir pour développer le kayak de mer réellement. Donc il a bricolé 4-5 formes comme ça pour quand tu parles de kayak de mer, c'est le kayak c'est le kayak, moi j'ai en tête le kayak orange ou jaune en plastique, un peu passe-partout, c'est ça? C'est ça. Il y a des kayaks un peu passe-partout et puis il a créé aussi les premières formes de bateaux qu'on appelait marathon avant l'arrivée du surf-ski, dans les années 90. Ils avaient quoi de particulier ces bateaux par rapport aux bateaux de mer, kayak de mer classiques? En gros, c'était soit des bateaux de descente, soit des bateaux de course en ligne auxquels on rajoutait un pont adapté à la mer et puis un gouvernail. Donc c'était plus des coques de kayak de mer traditionnels, c'était des bateaux pour faire des courses en mer en fait. Ok, ouais, donc qui glissait déjà. Et ton père avait eu l'idée parce qu'il avait déjà vu les surf skis à l'autre bout du monde ou même pas? Ouais, si. Il avait, en fait, comme il a fait pas mal de wave ski, il fait partie un peu des pionniers du wave ski en France. Il avait fait quelques trips avec l'équipe de France de wave ski en Afrique du Sud et en Australie. Et début des années 90, je crois, ils avaient ramené un surf ski de sauvetage. Et mais après, tu vois, ils avaient remis un pont déjà dessus à l'époque parce que c'était pas concevable de naviguer en France avec un bateau system top. Ouais, c'est ça. Donc. Et toi, quand tu essayes ce premier bateau que tu as fait, donc le 16, est-ce que tu es content du résultat? Est-ce que tu sens que tu glisses mieux, que le bateau t'est plus adapté? Comment ça se passe? Ouais.
Ouais, bah une fois que la préforme a été finalisée, c'est clair que bah ouais, c'est un bateau qui était hyper joueur par rapport au bateau qui venait d'Afrique du Sud, beaucoup plus long, où on avait tendance à se faire trimballer dans les vagues. Là, le 16, le premier bateau que j'ai fait, c'est un bateau, tu l'emmènes où tu veux, quoi. Il est hyper maniable. C'est un bateau qui est hyper vif. Moi, j'adore naviguer avec encore. Ah, tu l'as encore? Alors là j'avais fait des modifs. Alors je l'ai appelé Loya après, celui que j'ai modifié. En fait, j'ai gardé un petit peu la même coque, mais le pont je l'avais remodifié. C'est pas si vieux, ça devait être en 2017, 2018, 2018 je crois. J'avais remodifié le pont. Et donc c'était Loya, mais c'est la même coque, c'est la coque du 16 de départ qui marche très bien. Hyper exigeante, mais est-ce que quand tu as sorti ce bateau-là, il a eu du succès rapidement? Beaucoup de personnes ont voulu s'en procurer un? Ouais, c'est un bateau qui a très bien marché parce que assez unique finalement par rapport aux bateaux beaucoup plus longs qui venaient d'Afrique du Sud. Je pense que c'était un des premiers bateaux de 6 mètres en fait, un des premiers surf-ski de 6 mètres. Et puis parallèlement à ça, en fait, c'est vrai que moi j'étais au moment où j'ai lancé ce bateau-là, je pense que j'étais le leader sur le circuit français. Donc forcément, quand tu gagnes des courses avec un bateau, tout le monde veut le même. C'est pareil. Et du coup, ouais, c'est un bateau qui a bien marché dès le début, ouais. Mais pour les fabriquer, moi, ce que j'ai compris en regardant un peu les vidéos sur toi, c'est que c'était vraiment artisanal. En fait, c'est toi qui vraiment faisais tout à la main. Il n'y avait pas vraiment d'usine avec des employés ou autre, si? Ouais, non, tout à fait. Non, c'est moi qui faisais tout. Ouais. Ouais, de la conception à la vente. Voilà, je faisais l'ensemble de la chaîne. Qu'est-ce qui a fait que t'as fait d'autres bateaux après? Parce que si le 16 allait bien, pourquoi t'en as fait d'autres? Pour répondre à d'autres publics justement. Après le 16, moi j'ai fait quoi? J'ai fait un K2 parce que les K2 c'était encore plus long, donc en termes d'importation c'était un peu plus compliqué. Donc le K2 ça a bien marché pour ça parce que fabriqué en France c'était un bon atout de ce côté-là. Et puis pareil en fait c'est vrai que la chance que j'ai eu à ce moment-là, c'est que niveau ergonomie, les bateaux qui venaient d'Afrique du Sud, ils étaient vraiment pas confortables, quoi. Donc il suffisait que je sorte un K2 avec un siège qui ressemblait au 16 et puis ça plaisait à tout le monde, quoi. Quand tu dis le siège, moi j'ai testé pas mal de surf ski. Il y a des surf ski en fait où t'as une sorte d'énorme bosse, on va dire sous les cuisses. Est-ce que toi en fait tu gommais ça pour être plus vers l'avant? Ouais, exactement. T'as l'impression que ça te penche en arrière, t'arrives pas à te redresser, Ouais, quoi. c'est ça, ouais. Donc toi tu gommais ça alors? Ouais, c'est exactement ça. En gros cette bosse qui te soulève les mollets et qui te bascule en arrière, qui te met dans une position où tu peux pas pagayer correctement, quoi. Et est-ce que t'as été jusqu'à supprimer complètement la bosse à ce qu'il soit plat? Pas plat complètement, mais quasiment, ouais. Ah ouais, donc Quasiment. là t'étais pratiquement comme un course en ligne. Alors s'il y a plus de boss, pratiquement. Ouais, après, tu es obligé de garder une bosse toujours parce que finalement, chaque volume que tu enlèves dans le cockpit, c'est un volume potentiel d'eau qui peut se remplir quand tu prends les vagues. Donc du poids. Donc c'est toujours un petit peu le compromis entre le volume que tu grattes dans le cockpit et puis celui que tu gardes, quoi. Après le K2, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as fait des bateaux peut-être plus débutants? Alors après le K2, ouais, j'ai fait le Omania, qui était un bateau qu'on considérait plutôt débutant à l'époque, mais qui aujourd'hui dans la gamme se situe plutôt dans les bateaux intermédiaires. C'est un bateau qui est un bateau débutant, mais pour des gens qui faisaient déjà du kayak, quoi, en gros. J'ai fait ce Omania là, et puis j'ai fait le Marmousse,
Le Marmousse, ça c'est un projet qui a été que j'ai développé avec le comité départemental du Finistère. C'était l'idée de faire un bateau adapté aux enfants. Parce qu'en fait, dans le Finistère, il y a, moi, j'ai commencé comme ça aussi mes premières courses. C'était les Coupes du Finistère en kayak de mer. Et donc, là, en 2010, en gros, les gamins, ils couraient toujours avec des kayaks de mer traditionnels, entre guillemets. Du coup, l'idée, c'était de créer une forme un peu plus compétitive, tu vois, qui se rapproche un peu de ce qui peut se faire en course en ligne, où les gamins, ils arrivent en benjamin, ils naviguent déjà sur des bateaux relativement performants, quoi. Ils sont pas en train de pousser de l'eau dans des kayaks de mer. Donc, il y a eu un projet, c'est avec Marc Berson, en fait, qui suivait ça dans le Finistère, qui m'a demandé si ça m'intéressait de créer une forme pour les gamins. Donc, on a évalué un petit peu les contraintes, et puis en gros, eux, ils s'engageaient en fait à commander un parc de bateaux si moi je me lançais dans le délire. Donc, on a lancé le truc. Ah, super, ça c'était génial, hein, d'un point de vue entrepreneurial. Ouais, carrément. Ça c'était super. Et puis c'est un bateau. Là, tu vois, je te le disais, aujourd'hui, j'ai eu un coup de fil d'un club qui cherche à avoir ces bateaux-là parce que c'est un club qui fait de la mer et de la course en ligne et c'est le seul bateau qui correspond aux gamins, quoi. Donc voilà. Donc s'il y en a qui écoutent, qui ont des solutions de production pour relancer quelque chose, je suis preneur. Et voilà, ouais, c'est un bateau. Ouais, je crois que c'est une de mes plus belles réussites, ce bateau-là, au niveau de. Et puis, je pense que. J'allais te dire, qu'est-ce qu'il a de différent, parce que sur un surfski, moi, de ce que je vois, c'est que tu modifies un peu la forme en dessous, tu mets un plat ou pas de plat, il est plus ou moins rond, et après, tu modifies la largeur. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu modifies quand tu fais un surfski? À part le siège, là, j'ai bien compris. Là, ce en quoi il est complètement différent, c'est que dans le projet, c'est au-delà, là, donc là, je te parlais d'une polyvalence mer course en ligne, mais au-delà de cette polyvalence-là, au départ, ça devait être un bateau avec lesquels les clubs pouvaient faire de la descente, de la mer et de l'eau calme. Donc, il y avait un pont amovible dessus, un petit capot. Ok, énorme. Un gouvernail relevable sur l'arrière. Et au final, dans la réalité, les capots, ils sont restés au fond des clubs. Ils ont servi 3 fois, ils sont restés au fond des clubs. Et les gamins, ils descendaient en rivière sans le capot. Donc, voilà, ça, le concept, c'était bien sur le papier, mais en vrai, ça a pas super marché. Au niveau de la forme de ce bateau-là, en fait, du coup, c'était l'idée d'avoir un bateau qui fasse aussi bateau de descente. Donc, en longueur, c'est un bateau qui fait 4,50 m. Ah ouais, c'est un petit bateau, alors. Ah ouais. Ouais, en gros, c'est un bateau qui est adapté aux gamins de 8 à 12 ans, quoi, selon le gabarit. C'est un bateau hyper spécifique, ouais. Et par la suite, est-ce que tu as fait des bateaux plus instables, plus rapides que le 16? Alors après, j'ai fait un autre bateau, donc c'était l'Ozo, plus stable que le 16, mais aussi rapide. Et comment on fait pour qu'un bateau soit plus stable mais aussi rapide? Parce que dans ma tête, moi qui ne connais pas grand-chose, je me dis s'il est plus stable, c'est qu'il est un peu plus large ou qu'il y a un peu plus de plat, donc forcément il y aura plus de frottement. Ouais. Pas forcément. Est-ce que tu sais m'expliquer? Ouais, alors c'est un bateau qui est un petit peu plus large que le 16, mais très légèrement. Ensuite, je pense qu'il a une longueur de flottaison qui est plus importante. Et cette longueur de flottaison, en fait, aussi, qui fait qu'un bateau est rapide, c'est plus. Bon, après, il y a des choses qui s'expliquent en théorie et d'autres. Voilà, c'est un petit peu empirique, mais en général, on dit qu'un bateau, plus sa ligne de flottaison est longue, plus il est rapide, quoi. À largeur équivalente, en tout cas.
Qu'est-ce que s'appelle la ligne de flottaison? Ça va être, en gros, quand tu regardes un bateau sur le plat avec quelqu'un dedans, ça va être la longueur de la partie immergée. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que tu vois, t'as des bateaux où tu peux avoir 20 cm d'étrave devant qui sont pas dans l'eau, quoi. Ok, et donc là, il était plus dans l'eau alors. Ouais, et le 16 avait un petit peu, en gros, le 16, il avait, je pense qu'il avait un petit peu ce défaut-là d'avoir l'étrave beaucoup en dehors de l'eau et l'arrière un petit peu aussi. Donc finalement, il avait une longueur de flottaison moins importante. Et puis l'Ozo, il est un petit peu plus long aussi, il fait 15 cm de plus. Donc c'est pour ça, je pense qu'en termes de vitesse, c'est assez comparable. Parce que là, pareil, il y a un autre élément. Tu avais cherché à faire des bateaux pour les gabarits plus légers. Est-ce que là, le Ozo, ceux qui étaient plus lourds pouvaient aussi s'y retrouver? Ouais. C'était aussi l'idée de pouvoir embarquer des bassins un peu plus larges. Parce que le 16, il faisait 40 cm. Officiellement 40, mais en réalité, il faisait 39 cm de large. Il faisait 40 parce que c'était la jauge à ce moment-là. 39 de large, mais c'est pas beaucoup. C'est comme un course en ligne, ça, 39, non? Ah ouais, c'est la largeur de bassin et puis 1 centimètre de chaque côté, quoi. Ouais, c'était pas large. Et là, sur le Ozo, ça faisait combien alors? Et le Ozo, il fait entre 42 et 43. Ah ouais, donc il était au niveau du bassin, il était bien plus large alors. Ouais. Et puis il avait plus de portance sur l'arrière, donc un peu plus facile pour ressentir les vagues, pour partir au surf. Et puis il y a aussi un autre élément. En fait, on peut pas parler que de vitesse pure. C'est vrai que le fait qu'il soit plus stable, finalement, tu peux engager plus le bassin et même quand il y a des conditions, être dans une position beaucoup plus propulsive. Donc au final, tu es plus rapide que dans un bateau où tu es constamment à gérer la stabilité, quoi. Et est-ce qu'à un moment, tu as été copié par des marques étrangères sur justement la modification du pont ou ces choses-là? Je crois pas, non. Parce que moi, de ce que tu me dis, moi, je trouve ça assez intéressant, tu vois, d'avoir un surski où t'es plus, on va dire, plus dominant sur l'appui, tu vois. Plutôt que. Et donc, je me dis pourquoi personne d'autre ne le fait. Ouais, alors si, je veux dire, je pense pas avoir été copié dans le sens où je pense pas qu'il y ait un mec qui ait pris un de mes bateaux et qui ait fait un moule dessus. Après, je pense que globalement, la plupart des fabricants de surf-ski sont allés vers une modification des cockpits. Parce que tu vois, c'est pareil en termes au moment où je faisais le 16, chez Polyform, il y avait en fait à ce moment-là je sais pas si tu vois les bateaux les premiers surf-ski, en fait, tu avais les deux pieds séparés. J'en ai parlé justement avec Renaud dans son podcast. Justement, les deux pieds séparés et après, tu avais les deux pieds serrés. Voilà. Et donc moi, quand j'ai créé le 16 en 2005, j'étais à l'atelier, je fais un truc où on a les deux pieds ensemble, finalement, comme dans la plupart des kayaks, tu vois, les pieds sont pas séparés. Et à ce moment-là, je suis allé en 2005 sur une de mes premières courses inter à Tahiti. Et là, j'ai vu Oscar Cholupski qui était avec un Epic. Et tu vois, il venait de faire ça aussi, en fait. Donc c'est des choses, toi, sans forcément copier l'un l'autre, tu te dis en fait, on va dans la même direction en termes de conception de bateau. Donc lui il était avec Epic à ce moment-là. Okay. Donc c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas forcément, je pense pas avoir été copié, mais je pense qu'il y a un moment donné, il y a eu de plus en plus de kayakistes à se mettre au surf ski et à se dire non mais là faut qu'on se rapproche d'une position efficace comme on peut avoir en course en ligne. Je fais un petit détour parce que là tu parles de compétition internationale en surf-ski. Moi j'avais compris que tu avais fait beaucoup de descentes jusqu'en 2008, mais en fait tu faisais parallèlement du surf-ski à fond aussi. Oui, alors j'étais à fond dans la descente. En gros, j'étais engagé plutôt en descente, dans le sens où j'avais des engagements au niveau de l'équipe de France et puis du pôle France et compagnie.
Mais dès que je pouvais, j'allais en surf-ski. Ouais. Si le calendrier le permettait, je m'alignais sur les courses en surf-ski. Ouais. Ok, ah ouais. Et en surf-ski, donc t'as performé aussi au niveau international alors? Est-ce que t'as plus performé qu'en descente? Ouais, ouais. Bon, après, sur les premières courses, là, je te parle de 2005, c'est des courses, je prenais le tarif, hein, je prenais 10 minutes, un quart d'heure avec les premiers. Ça, c'est j'ai un peu découvert le sport. Et après, ouais, j'ai performé plus à partir de quand le circuit surf-ski s'est mis en place de façon un peu plus officielle au niveau de l'ICF, quand le surf-ski, premier championnat du monde a eu lieu en 2013. Avant ça, en fait, on avait quelques coupes du monde où si je faisais quelques perfs, mais finalement, c'était souvent des courses primées. Donc, il y en avait en Belgique, il y en avait à Tahiti, des trucs comme ça. Puis les premières courses qu'il y avait en Europe, finalement, il y avait un ou deux Sudaf qui venaient, et puis un mois. Donc, finalement, c'était assez relativement facile de faire un top 3 finalement parce que tu avais deux chasseurs de primes sud-africains et puis il restait une place sur le podium pour moi. Donc, Est-ce que justement quand tu lances ta marque de surf-ski, toi à ce moment-là tu te tournes vraiment vers le surf-ski en termes d'entraînement et de compétition? Tu te mets vraiment plus à fond dessus? ouais, en fait à ce moment-là moi j'ai lâché la descente donc forcément le temps où je faisais plus la descente je naviguais en surf-ski puis après fallait que je cours, fallait que je montre et que je performe sur mes bateaux pour les vendre. En fait, c'était aussi ça le principe au niveau de la boîte. C'est que finalement mon meilleur ambassadeur de la marque, c'était moi. Donc ouais, je me suis tourné vers ça. Et puis c'est un moment où ça s'est développé aussi. Donc il y a eu pas mal de mecs à s'y mettre en France. Le niveau global est monté. On s'est tous tiré la bourre. C'était une période qui était hyper intéressante et qui l'est toujours d'ailleurs. Hein, mais c'est vrai que c'était assez riche à ce moment-là. Je reviens sur les bateaux. Là, tu fais le Ozo. Est-ce qu'après, tu sors encore d'autres bateaux? Alors, j'ai dit quoi? Marmouth, Omania, Ozo. Après, j'ai refait le 16, justement, j'ai fait le l'Oya, donc qui reprend la coque du 16, mais avec un pont. C'est vrai que quand j'ai fait le 16, c'était en 2005-2006, donc il avait déjà 10-15 ans. Donc j'ai réactualisé un petit peu le pont, le cockpit, relooké un peu tout ça, mais là, tout en gardant la coque. Parce que ça, c'est un bateau qui était quand même particulièrement adapté aux petits gabarits, notamment aux filles. Encore aujourd'hui, la plupart des filles courent sur ce bateau-là, en France. Justement, est-ce que ta copine ou ta femme, je sais pas comment on dit, Angie, elle court là-dessus? Parce que j'avais vu des documentaires aussi où tu étais avec elle et on voyait qu'elle performait aussi en surski. Est-ce qu'elle est là-dessus, elle? Ouais, elle est sur mes bateaux toujours. Ouais. Alors, elle a été beaucoup sur l'Oya. Et puis, là, le dernier que j'ai fait, en fait, mais qui n'a pas été commercialisé, il y en a, deux, non, il y en a 4 dans le monde, 2 dans mon garage et 2 en Guadeloupe. Et donc, on court sur ces bateaux-là. C'est la dernière forme que j'ai créée. Alors, qu'est-ce que c'est? Tease-nous un peu. c'est le XO. Le XO pour les. Qu'est-ce qu'il a de particulier celui-ci alors? Ah, c'est le meilleur. Et il n'y a que 4 exemplaires et il sera vendu donc au prix unique. C'est ça. Et en fait, c'est une évolution de l'Ozo parce que en fait, j'ai navigué et comme pas mal de monde dans l'Ozo et pendant pas mal d'années. Puis à force de naviguer avec, tu commences à connaître ses qualités, mais aussi ses défauts. Et puis sur les dernières années, j'ai aussi essayé moi de naviguer avec d'autres marques, justement, réessayer un petit peu les autres marques, voir ce qui se faisait, comparer un petit peu les qualités, les défauts de chaque bateau. Et donc l'Ozo, c'est un bateau qui est hyper joueur, mais
qui par rapport aux dernières générations de Fen, entre autres, de Fen ou des bateaux de chasing, il manquait un petit peu d'inertie pour le départ au surf. Donc j'avais envie d'essayer de trouver, de faire des modifs à l'ozo pour apporter un petit peu plus d'inertie, pour faciliter encore plus le départ et le maintien du bateau au surf. Et donc c'est quelque chose que j'ai réussi à faire sur le bateau-là. Mais c'est vrai que c'est une tuerie. Moi, c'est une belle réussite, mais qui n'est pas vendue. Donc, généralement, t'en as vendu quand même 2, parce qu'il y en a 4 dans le monde, ou tu les as laissés en Guadeloupe exprès Ouais, pour toi? parce que pour NJ et moi justement parce qu'on devait aller en Guadeloupe en début 2020, mais on n'a pas eu le droit, ils ont fermé les portes du monde. Donc on devait aller faire un petit training camp en Guadeloupe. Et donc du coup, j'avais vendu 2 bateaux là-bas avec Olivier là, qui gère le centre d'entraînement là-bas. Et mais voilà, donc ils nous attendent toujours au chaud. Et puis là, on y retourne en janvier normalement. Donc on va enfin pouvoir les utiliser là-bas. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté de faire tes bateaux? Un épuisement général, de physique, mental, à être partout, tout le temps, à tout faire. Je crois que c'est j'avais envie j'en avais marre en fait, tout simplement, de passer beaucoup de temps pour pas gagner grand chose finalement financièrement. C'était ça a été un tout. Il aurait fallu que tu vendes beaucoup plus de bateaux et que tu embauches pour que ce soit rentable? Je pense qu'il aurait fallu réussir à changer d'échelle, que je trouve quelqu'un pour s'occuper de la commercialisation, que je trouve une entreprise pour s'occuper de la production, et que moi je reste uniquement sur de la conception. Je pense que si j'avais réussi à trouver ça, j'aurais pu continuer. Ouais. Après, je dis si j'avais réussi à trouver, mais je crois que je l'ai pas vraiment cherché non plus. Aujourd'hui, tu fais quoi alors comme boulot? Eh ben, aujourd'hui, je suis éducateur sportif. Dans le kayak? Ouais, dans le kayak. Ouais. J'ai arrêté l'entreprise en août 2019. Et j'ai enchaîné sur une formation. J'ai passé mon BP GEPS kayak. Ok. Et donc depuis là, tu t'occupes d'un club alors? Alors pas d'un club en particulier. Donc là j'ai passé mon BP GEPS au centre de formation Nautisme en Bretagne, qui est à Sainte-Marine, là, au sud de Quimper. Et là en fait je me suis remis en micro-entreprise. Et donc, je fais des prestations, en fait, aussi bien pour des clubs que pour le centre de formation où j'ai passé mon BP. Et donc, je m'occupe, là, en ce moment, je m'occupe des formations de futurs moniteurs de kayak. Ok. Donc, c'est essayer de leur transmettre la passion, en fait, du kayak et du surf-ski en particulier. Ouais. Tout à l'heure, tu disais en rigolant, si quelqu'un a des moyens de relancer la production, est-ce que c'est un appel du pied ou pas du tout? Ouais, clairement, si. C'est parce que je garde quand même une certaine frustration finalement, parce que je me suis arrêté, mais je suis pas allé au bout. J'y ai mis tout ce que je pouvais comme énergie, mais aujourd'hui, il me reste des moules dans mon hangar qui servent à rien, et dont une forme qui est la dernière que j'ai faite, qui est, je pense, extraordinaire. Et je pense qu'il y a une frustration un petit peu de ce côté-là. Alors après, je me suis fait une raison, c'est pas très grave en soi. Des marques qui apparaissent, qui disparaissent, il y en aura d'autres. Mais effectivement, je pense que si ça pouvait continuer d'une manière ou d'une autre, j'en serais d'autant plus heureux, ouais. Combien de temps tu mets à faire un bateau? Quand tu mettais à faire un bateau? En gros, en temps cumulé, on arrivait autour de 30-35 heures. Ok, donc après,
C'est-à-dire, si demain, qu'à l'époque, quand tu étais ouvert, je te commande un bateau, sous combien de temps je peux l'avoir? 3 mois. En gros, c'était ça. Moi, le délai que je me fixais au maxi, c'était 3 mois. Ok. Sachant que après, il y avait suivant les périodes, il y avait plus ou moins de listes d'attente. Mais je pense qu'en moyenne, c'était 3 mois. Et puis même en général, si je pouvais annoncer un mois, je disais quand même 3 mois. Parce que comme ça me laissait du temps pour aller pagayer. Est-ce que quand tu lances ton entreprise, je sais que tu continues à pagayer, mais est-ce que tu continues à pagayer dans une optique justement de compétition, vu que toi, t'es l'image de la marque, qu'il faut que tu performes? Est-ce que tu t'entraînes tous les jours? Est-ce que tu es à fond toujours sur l'entraînement? Non, clairement, au début, j'ai levé le pied. J'étais moins à fond tous les jours. Je pense que j'ai fait les premières années un petit peu sur mes acquis. Et puis finalement, de retourner pagayer un mois avant les échéances, c'était suffisant pour se remettre en frite parce que je pense que le corps a quand même une grosse mémoire des doses d'entraînement qu'on prend les années d'avant. Donc alors après, peut-être que j'aurais pu aller plus vite, effectivement, hein, en m'entraînant plus sérieusement. Mais en tout cas, au début, j'avais tendance à rester sur les acquis. Ouais. Et puis à pas forcément m'entraîner comme un acharné tous les jours. J'ai toujours beaucoup navigué à l'envie. Et est-ce que tu t'y es remis plus par la suite? Je m'y suis remis plus, à cause ou grâce à NJ. Mais comment tu l'as rencontré d'ailleurs? Est-ce que tu l'as rencontré sur un bateau? Ouais, c'est un peu ça, ouais. NJ, elle a commencé le kayak au club de Brest, où moi j'étais. Donc, il faudra lui demander, mais je pense qu'au début, j'étais un peu plus un idole que. Parce que elle est un peu plus jeune, elle a 8 ans de moins, donc c'est vrai que j'étais le champion du club quand elle était cadette, quoi. Et puis en plus quand je lui ai proposé de courir sur un de mes bateaux sur un championnat de France, voilà, c'était waouh, trop bien. Et donc je l'ai rencontré au club à Brest. Alors après, moi, comme je te disais, il y a une différence d'âge entre nous. Donc après, on s'est rapproché par le surf ski en fait, à faire des trips ensemble sur les courses à droite à gauche. Et puis. Et donc ça t'a remis à t'entraîner plus sérieusement? Parce que j'ai vu qu'elle performait aussi de son côté. Donc. Ouais, en fait, alors NGL, elle est partie pendant 6 mois en Afrique du Sud l'hiver 2012-2013. Et en fait, à son retour, je crois que c'est à son retour qu'elle m'a botté le cul et que je me suis remis sérieusement à ramer. C'est vrai, elle est revenue, elle était plus forte que toi alors. Non, enfin, faut pas abuser, mais quand même, elle nageait plus vite que moi déjà en tout cas. Mais en kayak, j'arrivais encore à être deux. Non, mais en fait, elle avait passé, elle a passé 6 mois en Afrique du Sud, et puis 2013, il y a eu l'annonce aussi du premier championnat du monde ICF au Portugal. Et donc ça a bien boosté, quoi. Et puis NJ, elle est rentrée d'Afrique du Sud avec d'autres visions de l'entraînement, avec lesquelles j'étais pas forcément toujours d'accord, mais c'était intéressant aussi. Comme quoi? T'as des exemples? Le premier truc, c'est qu'elle était vraiment dans un gros team, dans un gros club à Fichouk, où il y avait du monde tout le temps à ramer tous les jours, un groupe à 5 heures du mat, et puis un autre en life saving l'après-midi. Et quand elle est arrivée en France, qu'on était tout seul à naviguer dans notre coin, elle était convaincue que c'était pas possible d'aller vite comme ça, et donc là, si. Mais c'est vrai que c'est pas évident de revenir s'entraîner tout seul quand tu as été habitué à naviguer en groupe comme ça. Et après, au niveau des différents entraînements, c'était au niveau des planifs, des choses un petit peu, alors je saurais pas te donner d'exemple là, mais des choses un petit peu particulières.
Des... Ouais, NJ qui me souffle, ouais. Que ce côté-là où moi j'étais convaincu aussi effectivement qu'on pouvait performer en surf ski en naviguant essentiellement sur du plat, alors qu'en Afrique du Sud les meilleurs ils faisaient pas que du plat et ils naviguaient essentiellement en mer d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand tu fais du surf ski, est-ce que tu fais aussi un peu de course en ligne sur le plat ou même sur le plat tu restes en surf ski? Non, moi j'ai fait un petit peu de course en ligne. Ensuite, il y a moi mon atelier là au niveau de l'entreprise, j'étais à Pontivy, donc à 1 heure de la mer, donc pas forcément tout près. Donc j'ai fait beaucoup de canal et puis en général, je bougeais une fois par semaine, une fois deux par semaine en mer pour naviguer en mer, quoi. Donc beaucoup de canal et là depuis 2018-2019, on s'est rapproché de la mer. Donc là, on est à 10 minutes. Donc là, en fait, du canal, j'en fais plus. Un petit peu de course en ligne l'hiver quand ça caille sur la Laïta. C'est vrai que c'est bien d'aller se planquer à l'abri du vent. Mais sinon, je navigue quasi que en mer. Donc là, tu fais plus du tout de plat avec ton surf ski alors au final. Ça, très rarement. Après, il y a pas tout le temps des vagues non plus, mais non, là, quand je navigue, ouais, c'est en mer. Même si la mer est calme, je vais en mer. En fait, je fais du plat aujourd'hui. Quand je fais du plat, c'est quand on peut pas sortir en mer parce que c'est trop gros ou que ça caille et que j'ai envie d'aller me planquer. Je crois qu'il faisait pas froid en Bretagne. Tu m'as dit qu'il faisait pas froid, qu'on n'avait pas froid. On n'avait pas froid aux mains. Finalement, on a froid. Finalement. Disons qu'au lieu de mettre des manchons, on va se mettre à l'abri du vent. Justement, je disais de toi sur ton entraînement parce que là, tu parlais de faire un stage en Guadeloupe en janvier. Donc là, j'ai l'impression que tu étais reparti à fond en fait. Ouais, en fait, c'est vrai que moi quand j'ai arrêté parce que c'est vrai que j'ai eu du mal à mener tout de front. Hein, ça fait partie des raisons aussi pour lesquelles j'ai arrêté l'entreprise, c'est que j'avais plus suffisamment de temps pour ramer pour moi et me faire plaisir. Et donc depuis que j'ai arrêté 2019, c'est pareil. 2019, il y a eu les championnats du monde qui ont été organisés en France. Donc moi j'avais envie vraiment de performer en France. NJ aussi. NJ a fait une grosse saison en 2019. Et en fait, je me suis, une fois de plus, je me suis raccroché à ce que faisait NJ au niveau de sa planif. Et on a beaucoup navigué ensemble en 2019. J'ai mis je mettais des freins moi sous le bateau et on se tirait la bourre en fait. En gros, c'était le gros de l'entraînement, c'était ça. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui te faisait tes planifs en surski ou c'est toi qui gères tout pour toi? Là, en 2019, justement, NJ, elle avait quelqu'un. Et moi, au départ, j'accompagnais NJ, j'étais plus là en partenaire d'entraînement. Et puis finalement, quand j'ai vu au pige que j'étais dans le coup, j'ai dit go, on y va, et j'ai continué la saison avec elle. Et donc on a continué en étant finalement l'un l'autre partenaire d'entraînement. Et du coup, au niveau de la planif, NJ, elle avait un coach qui la suivait. Ok, ouais, je te demandais ça parce que dans le sens où est-ce que c'est toi qui l'as coaché parce que de mon expérience, coacher sa conjointe, c'est quelque chose de très compliqué. À mon avis, faut pas le faire. Donc je me demandais quelle était ton expérience sur le sujet. Non, je suis assez d'accord avec ça. C'est pas simple. C'est vrai qu'on a fait pas mal de nos premières expériences communes en équipe de France n'ont pas été simples à vivre. Pour qu'on performe tous les deux, ça a été c'était pas évident. Je pense que chacun a son stress et voilà. Depuis on s'en porte pas mal, mais la première fois c'était pas évident. Et donc la coachée elle non. Après en gros elle fait son truc, sa sauce avec son entraîneur. Donc là c'était Arnaud en 2019. Là elle a un autre entraîneur là qui la suit, une autre équipe. Mais niveau physio, en gros, elle se fait sa sauce. Après, on fait du K2 ensemble. Il y a pas mal de choses, moi, que j'essaye de lui apporter en termes de technique. Et puis on échange l'un à l'autre. Hein, finalement, je pense qu'on s'apporte l'un à l'autre.
techniquement. Est-ce qu'on Plus fait d'un point de vue technique. est-ce qu'on fait un entraînement en dehors du bateau aussi pour le surski? Par exemple, est-ce que tu parlais d'avoir fait de la course à pied aujourd'hui. Est-ce qu'on fait aussi de la muscu? Est-ce qu'on fait d'autres choses d'un point de vue PPG pour le surski? Alors, ça dépend des gens. Moi, je sais que je consacre beaucoup de temps au bateau. Je m'entraîne assez peu, je pense, par rapport à d'autres, mais je fais quasiment tout en bateau. Après, là, cette année, j'ai pas trop couru. J'ai plus des soucis de cheville, sinon c'est vrai que j'aime bien courir. Mais sinon, course à pied, natation. La natation, c'est vrai que c'est un truc. Moi, j'en ai fait un petit peu plus, pareil, parce qu'Engie aime bien nager. J'en fais encore pas assez, je pense. Mais c'est quelque chose que je pense qui apporte beaucoup en surf-ski. Musculation en salle, j'ai, ouais, j'en ai pas fait depuis longtemps. Je crois que pourtant l'hiver c'est sympa aussi hein, d'être au chaud en salle. Mais ça j'ai un petit peu décroché. Par contre j'ai fait pas mal de, je suis plus sur de la muscu spécifique bateau. En fait à monter en bateau avec du frein, avec en resserrant la main pour faire du triceps, en écartant pour faire, tu vois, essayer de travailler différemment les muscles. Essayer de faire des séries qui se rapprochent de quelque chose qu'on peut faire en muscu, mais en bateau. Un peu plus Ok, ouais, appliqué. donc vraiment du spécifique alors. Ouais. Ça, et puis en spécifique, pareil, d'utiliser des bateaux de sauvetage côtier là, qui poussent un peu plus d'eau, qui sont beaucoup plus lourds. Ouais, Euh, est-ce que ça c'est un truc que tu fais, voilà, j'allais t'en parler. Donc de prendre un bateau de 18 kilos, ça t'arrive justement pour faire de la muscu embarquée, quoi, en gros. ouais, exactement. Il y a un double avantage, c'est que tu fais une muscu embarquée. Et puis comme c'est des bateaux qui sont plus durs à lancer, tu es obligé de lire un peu mieux les vagues et de pas vouloir partir n'importe quand, à n'importe quel moment, sur n'importe quelle vague. Parce que sinon tu pagais pour rien, quoi. Je reviens à la question de Renaud que j'ai eue précédemment, qui me demande quel est ton secret pour avoir une telle endurance de force pour ne jamais cramer. Euh, je suis pas sûr que je crame jamais. Je suis pas sûr que je crame jamais. Je pense qu'une des clés en surf ski, c'est d'être feignant, en faire le moins possible. Et pour ça, faut placer le bateau au bon endroit au bon moment. Je pense que c'est une des clés. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu saurais apprendre à quelqu'un? Genre, t'emmènerais quelqu'un en mer et tu lui montrerais comment se placer, tout ça? Est-ce que ça peut se retranscrire ou faut vraiment l'apprendre tout seul? Non, je pense qu'aujourd'hui, je peux le retranscrire, l'expliquer. Euh, et c'est marrant parce que c'est des choses, finalement, le fait qu'on se soit rapproché de la mer avec NJ, je navigue beaucoup plus en mer que ce que je faisais avant, où je te disais que j'y allais une fois par semaine. Et puis sinon, c'était du canal. Et en fait, naviguer tous les jours en mer, tu chopes des automatismes. Et aussi, je me suis mis à naviguer peut-être un peu plus intelligemment, enfin intelligemment, ou en tout cas à prendre de la hauteur sur ce que j'étais en train de faire, à pas être juste à l'instinct et puis continuer sur de l'instinct. À essayer de me dire, tiens, mais là, cette vague, je la passe pas, mais pourquoi? Ou celle-là, tiens, si je reste un peu plus haut. Tu vois, essayer de trouver des explications rationnelles à ce que j'étais en train de faire. Et, euh, et du coup, prendre du recul. Et je pense que c'est des choses, le fait d'avoir pris ce recul-là sur ma façon de naviguer, je pense que du coup, ouais, ça me permettrait, moi, de l'expliquer à d'autres et d'essayer de le faire faire. Ouais. Quand tu dis que t'attends avant de de bien placer ton bateau, en mettre ton coup de pagaie, etc. Ça veut dire que il y a un moment où en fait où tu réfléchis avant de mettre ton coup de pagaie, quand tu t'arrêtes pour le mettre juste quand il faut pour que ça glisse. Et si tu le fais trop tôt, ça va pas en fait. Donc tu vois, tu Ouais. fais pas ton geste automatique, ce que je veux dire. Tu vois, tu fais pas tac 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 tac. Là, t'es là, tu dis ah là j'attends et là je le mets tout de cas. Tu vois, ça se joue peut-être à une seconde près, hein, mais ou même pas. Mais en gros c'est Ouais, ça. ou moi, ouais. Ouais, clairement, ouais. C'est regarder, lire les vagues, regarder ce qu'il y a devant soi, sur le côté, à droite, à gauche,
et dire bah là je vais emmener mon bateau là, paf paf. Et c'est les coups de pagaie, c'est vrai que c'est pas tac 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 tac, c'est tac 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 tac. C'est vraiment c'est être dans le tempo des vagues. C'est parce que ce que je te disais, l'idée c'est finalement d'aller le plus vite possible avec le moins de coups de pagaie possible. Donc il y a un moment donné où le moindre coup de pagaie, eh ben tu vas essayer de voir si tu peux pas le donner un peu plus tard ou carrément l'enlever et de jouer à l'économie. Et finalement, c'est pour ça que je te disais que c'est un truc de feignant. Finalement, au lieu de s'entraîner, au lieu de s'entraîner physiquement, eh ben t'as plus à gagner à pagayer moins techniquement. Tu vois, c'est de l'optimisation de chaque coup de pagaie, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas facile. Tu vois, quand tu me le dis comme ça m'a l'air facile. Je vois la théorie, mais en pratique, je me dis, tu vois, j'aurais envie de mettre le coup de paillet pour me stabiliser, tu vois, par exemple, plutôt que d'attendre. Ouais. Et ben pour te stabiliser, la pagaie, tu la poses à plat sur l'eau quand tu es au surf. Tu vois, Ouais. Je vois ce que tu veux. Donc, toi, t'appuies pas comme un fou pour te stabiliser. Sinon, t'avances plus. Sinon, tu sors non, pas. ouais. Non, et puis après, tu vois, il y a même des fois où certaines vagues, si tu vas appuyer sur ta pale pour freiner, pour remonter en haut de vague, pour pouvoir prendre de l'élan pour aller doubler la suivante. C'est c'est plein de choses comme ça. C'est vrai qu'ils peuvent paraître un peu aberrantes finalement de l'extérieur, mais c'est vrai qu'il y a eu des fois où j'ai encadré des jeunes, je leur ai dit pose ta pagaie sur l'eau et ils me répondent non, ça freine. Je dis ouais, ça freine, mais pour mieux relancer derrière. C'est il y a des choses assez paradoxales comme ça. Tu vois, quand tu me dis tout ça, je me dis, est-ce qu'il y a des clubs de surf ski qui existent en France? Oui, oui. Après, euh, j'ai envie de te dire après avec des gens qui ont cette connaissance-là du surf ski en mer aujourd'hui, il y en a assez peu. Ce retour d'expérience, ça va être des mecs de ma génération, donc Nico Lambert au Gros du Roi, David Sacha à Cherbourg. À Brest, il y a plus. Donc ouais, il y a des clubs de surf ski. Après, ouais, avec ce niveau d'expertise là, ben c'est pas évident, mais c'est vrai que c'est des choses et je pense que Nico il pourrait dire la même chose. Il y avait Yannick Laous aussi qui a été au club à Etel pendant un moment et à Quimper qui avait un sacré niveau d'expertise. Euh, c'est des choses qu'on a essayé d'apprendre de nous-mêmes. Et je pense qu'on a mis 10 ans, 15 ans à comprendre ces choses-là. Donc c'est vrai il y a assez peu de gens finalement qui ont cette expérience-là aujourd'hui. Et on est la première génération à pouvoir le retransmettre. Et je Passer un te dis petit ah, peu le parce que retard. ça me paraît extrêmement intéressant, tu vois, tout ce que tu dis, mais je me dis, comment je fais pour apprendre tout ça? Comment je fais pour vivre tout ça? Parce que je me dis, waouh, putain, ça a l'air super, mais tout seul, je me dis, waouh, putain, c'est compliqué, Ouais, quoi. après il faut naviguer en mer. Et il y a Oscar Oscar Chalupski. Alors c'est en anglais, mais lui qui est super, là je te parle de 15 ans d'expérience, mais lui il en a 50 et il essaie de retranscrire un petit peu ça. C'est vrai que c'est intéressant de l'écouter au début quand il faisait ses cliniques et son big boss, ça me faisait un peu sourire, mais avec du recul, tu dis ouais, mais en fait ce qu'il raconte là, moi j'ai mis 10 ans à le comprendre. Donc il y a des mecs comme ça qui font des cliniques. Après en France au niveau des clubs, ouais, il y a 3 4 personnes qui ont une expérience comme ça qui peuvent retransmettre. Ouais. J'ai une question un peu à la con à te poser. Là, t'es en Bretagne, donc il fait froid, il pleut, il y a du vent, il fait gris. Quand on fait du kayak, on est peut-être mieux dans le sud, pour le surfer aussi. Qu'est-ce qui fait que tu restes en Bretagne? Oh
Parce on est vachement bien en Bretagne. Déjà, là, il pleut pas. Ça fait des mois qu'il pleut pas. Je Non, sais mais pas ce qui se passe. je pense que personne ne te croira. Mais c'est vrai, tu vois, que tu fais une activité où s'il fait chaud, c'est mieux, s'il fait bon, c'est mieux. Et, euh, et c'est vrai que je vois que c'est très développé. Tu vois, je te charrie un peu, mais c'est très développé en Bretagne justement le surf ski. Je me dis, mais c'est incroyable que ce soit développé comme ça en Bretagne. Je me serais dit, les gens ont froid, ils vont pas aller faire du surf ski, tu vois. Non, mais je pense que en Bretagne, en fait, le fait d'être dans un climat qui peut être parfois rude, même si au final, il fait vraiment très très froid. Le fait d'être habitué à un climat quand même relativement rude, on s'équipe, on s'adapte finalement. Donc bah là, tu vas faire du surf ski en hiver, bah tu mets une combi intégrale et puis t'as pas froid en fait. C'est comme quand tu vas surfer. C'est quand surtout aujourd'hui, il y a quand même des équipements qui font que bah qu'il fait pas froid même quand t'es dans l'eau. Toi, justement, ouais, tu revendais Waikobi, donc j'ai mes fringues Waikobi. C'est ce que tu trouvais Ouais. de mieux pour le surski quand il fait froid? Alors quand il fait très froid, non. C'est des super fringues pour naviguer en gros bah je te parle de nos conditions de navigation en Bretagne, mais de mars avril à octobre. Après, clairement, quand l'eau commence à refroidir, c'est un petit peu juste. C'est ce qu'ils appellent toute leur gamme V-Cold, c'est du V-Cold, c'est de l'hiver australien, quoi. C'est pas de l'hiver breton non plus, Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour l'hiver breton? quoi. Bah, il faut passer clairement sur du néoprène plus épais, pas, C'est-à-dire pas du perforé. combien de millimètres tu vas mettre? Minimum 3,2. En gros, en combi, tu vois, l'hiver, quand je mets une combi intégrale, je mets une 3,2 avec un coup de vent. Après, si on est un peu plus frileux, on peut mettre plus. Mais Tu trouves des combis justement qui sont souples comme les vêtements Waikobi, où tu peux vraiment bien bouger, où tu es bien libre et tout? ouais, il y a des combis de surf aujourd'hui là qui commencent à être vraiment bien foutus, bien souples. Est-ce que tu aurais Euh, des marques à conseiller? Pas spécialement, non. Non, non. En plus, j'ai pas de partenariat. Ouais, parce que j'allais dire, bah ouais, est-ce que t'as un truc, qu'est-ce que je fais Non, si je vais en Bretagne faire du surf ski l'hiver, faut pas me l'épeler. tu veux que je te dise, celle que j'avais, mais là, elle est morte. Là, ça fait 2-3 ans que je l'ai usée. C'est une Roxy que NJ m'avait trouvé en promo à 50 euros, tu vois, et qui était hyper souple. Un modèle femme, donc à chaque fois, tout le monde se fout de ma gueule, mais n'empêche qu'elle est top. Ouais, j'allais dire parce que moi j'en ai une combi, mais elle est pas souple du tout. Tu vois, c'est une combi de plongée. J'ai pas l'impression de pouvoir bouger comme je veux, quoi. Ah ouais, non, non, faut pas de la combi de plongée, c'est de la combi de surf. Ok, ok, bah Non, non, j'aurais adoré ça parce que je me dis ça peut être bien parce que effectivement on- moi j'ai les fringues Waikobi que je t'avais acheté, donc les ouais, V-Cold pour l'hiver australien. Bon, ça va, hein, mais quand je pagaie ça va, mais quand tu t'arrêtes, faut vite te changer, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Tu sens que bon, tu te refroidis très vite, quoi. Ouais. Et puis d'autant plus, c'est vrai qu'en hiver, ici, on part dans des conditions qui sont parfois engagées, parfois tout seul ou même à deux. Je veux dire, faut prévoir potentiellement d'avoir de quoi survivre à passer une demi-heure dans la flotte tout seul en attendant que quelqu'un vienne te chercher, quoi. Parce que Encore une tu demi-heure. pourrais pas, à cause des conditions, tu pourrais pas remonter sur le bateau? Ben, t'es pas à l'abri de perdre ton bateau, tout simplement, que le leash casse et que le bateau il s'en aille et conneries comme ça, quoi. Ouais, c'est parce que normalement t'as ton leash, donc normalement le bateau doit rester, non? Ouais, mais le leash, il peut casser. Il peut casser, c'est des choses qu'il faut pas perdre d'esprit. Ah ouais, bah là C'est, faut que tu sois un bon nageur, hein. ouais, un bon nageur ou être avec quelqu'un, clairement, là, on sort plus en un moyen de communication. Il y a aussi ça, c'est d'être en mesure de prévenir quelqu'un rapidement en cas de problème, quoi. Ok, ah ouais. Ah ouais, Euh, je pensais que tu pouvais remonter, mais j'ai jamais fait de conditions extrêmes.
Donc, Bah, si, bah moi j'ai jamais perdu mon bateau, si tu veux, mais c'est des choses qui arrivent. Il y a des accidents. Il y a des accidents, bah, les accidents en surf-ski, on les voit plutôt en Afrique du Sud ou en Australie parce qu'il y a une masse de gens à pratiquer. Mais de temps en temps, ouais, il y a des articles, des mecs ils se font secourir parce que le leash a pété, parce que il y a un gouvernail qui a pété, tu peux plus rentrer au bord, parce que tu as pété une pagaie. Enfin, il y a plein de cas de figure, quoi. et t'as jamais eu l'idée aussi l'idée, une question con, mais est-ce que t'as jamais fait des pagaies aussi, vu que tu faisais les bateaux? Si, j'ai commencé par ça. Quand j'étais étudiant, je faisais des pagaies dans mon garage. Et qu'est-ce qu'elles avaient de différentes par rapport à ce qui existait? Ah bah, elles étaient mieux. C'était mieux, évidemment. Qu'est-ce qu'ils avaient de différentes je sais pas. Bah, c'est des pagaies. J'ai un peu plus de mal à pagayer aujourd'hui maintenant quand je les reprends parce que donc il y a eu un moment où je voulais lancer la production et puis j'étais en discussion avec Gentex. Puis au final j'ai essayé Gentex et c'est vrai elles sont top, donc j'ai continué avec. Puis j'ai abandonné l'idée de faire des pagaies. Mais bah pareil, c'était dans l'idée d'essayer des trucs, changer un petit peu l'appui, essayer de l'avoir plus sur l'arrière, un peu plus adapté au mouvement qu'on peut avoir en surski, un peu moins dur devant pour avoir moins une décharge quand tu plantes la pagaie dans l'eau. Ouais, Après, il y a toujours le côté. J'ai toujours été animé par le côté création, donc même si la création elle est pourrie, il y a le côté création qui est toujours sympa. Est-ce que t'as déjà eu des blessures en surf ski? Des blessures en surf-ski. Non. Tu vois, je vois en course en ligne, bah, il y en a beaucoup qui se font mal aux épaules et au dos. Est-ce que toi, ça t'est arrivé d'avoir mal aux épaules et au dos? À cause du bateau? Non, pas à cause du bateau. En général, j'ai régulièrement mal au dos, mais en général, c'est quand je fais pas assez de bateau. Ok, ouais, quand tu perds un peu de gainage alors. Ouais, ouais. Plus les problèmes et puis de stress, de tension dans les psoas, c'est mon point faible un petit peu. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs? Eh ben, là, aujourd'hui, j'en sais rien. Tu vas bientôt partir un mois en Guadeloupe, donc j'imagine qu'il y a un objectif derrière, peut-être de faire, c'est une connerie, mais The Race ou tu vois des grosses courses ou. Ouais, carrément. Ouais, ouais. Bah là, en fait, on a fait. Moi, j'ai cette saison là, j'ai gagné le championnat de France. Ça faisait 10 ans que ça m'était pas arrivé, donc ça, c'était déjà une belle consécration. Je trouve. J'ai fait assez content de ma fin de saison, qui a démarré un petit peu tard parce que c'est vrai qu'avec Engie, on savait pas trop avec ce qui se passait au niveau du Covid. On pensait que le championnat du monde, ils auraient pas lieu. Puis finalement, ils ont été organisés. On n'était pas Voilà, on a eu du mal à se lancer au début de l'année. Et puis le fait de voir les copains derrière notre écran à Lanzarote, là, ça nous a bien mis les boules. Donc, donc cet été, moi en tout cas, j'ai ramé à fond pour préparer le championnat de France. Et, euh, et donc je les ai gagnés. Donc c'est vrai que ça m'a fait plaisir ouais, de me rendre compte que voilà, je suis encore dans le match 10 ans après. Et donc là, pour la saison prochaine, on ne sait pas trop. Il y avait les championnats du monde en fait qui devaient avoir lieu en Nouvelle-Zélande. Là, c'est pas en Nouvelle-Zélande, c'est sûr. Il y a des chances que ce soit le Portugal qui prenne l'organisation. Donc, mais bon, on ne sait pas quand. Ça n'a pas été confirmé encore. C'est un petit peu difficile en visibilité là par rapport au niveau du contexte. Et puis après, sinon en termes d'objectifs, effectivement, là on va en Guadeloupe fin janvier, donc c'est pour faire The Race et pour faire une semaine, 10 jours de surf ski au chaud.
c'est vrai que là, on est dans une période un petit peu creuse. En général, moi, tous les ans, cette période-ci, novembre-décembre, c'est une période où je pagaie un petit peu moins. Et là, le fait d'aller au chaud, ramer au chaud en janvier, là, ça relance un petit peu la machine. Je veux bien te croire, même s'il fait pas froid en Bretagne, bien évidemment. Ça redonne envie. Non, il fait pas froid en Bretagne. Et puis, il y a un autre truc qui est super en Bretagne, c'est que comme il pleut normalement, sauf cet hiver. Bah, il pleut plus, tu m'as dit. Sony, je pleut plus. Bah non, mais justement, et là, on attend, il va falloir danser. Parce que comme il pleut en hiver, il y a de l'eau dans les rivières. Et puis comme là, on est à côté de Quimperlé maintenant, et ben on a les Roches du Diable, on a le Scorff qui sont à côté de la maison. Donc on refait. Enfin moi en tout cas, je refais de nouveau un petit peu de rivière pendant l'hiver. Mais en bateau de descente. Alors en bateau de descente, en bateau de slalom, en bateau plastique. Oui, j'allais dire, tu vas pas avec un surf-ski. Non. Non, pas avec un surf-ski, pas spécialement. J'ai fait avec les K2 de marathon, je sais pas si tu vois les K2 Sudaf là, avec lesquels ils font des marathons rivière. Oui, où ils font les grosses courses là, comme Cyril Carré a fait récemment là. Ouais, voilà. Et ben on a un bateau comme ça. Et donc ça, l'hiver dernier, je l'ai fait avec mon fils sur l'Élé. Essayer de l'emmener découvrir la rivière. Ça, c'est des trucs qu'on peut faire par ici. Il y a de quoi descendre. En fait, il y a de quoi descendre pendant 1h30, 2 heures si on veut. Alors, j'ai pas fait avec lui, mais il y a de quoi s'amuser ici aussi avec des bateaux de marathon. Ouais. Et est-ce que tu as déjà fait justement des compétitions de kayak marathon? Ouais, pas en rivière. Enfin, si, l'Ardèche, évidemment. Mais kayak marathon type Sudaf, non, j'ai pas fait. Ça fait partie des choses que j'aimerais bien faire un jour. Et après, avec NJ, on a fait 1 ou 2 saisons en marathon. Quand elle est rentrée d'Afrique du Sud, où justement les gars, ils étaient au taquet sur ski marathon. Et on a gagné le championnat de France en K2 mixte cette année-là. Ouais. Ok, ouais, donc ça marche aussi bien. Ouais, et puis on était remonté sur le deuxième groupe des K2 hommes. Là, ils se demandaient ce qu'on foutait là. On avait fait forte impression, je crois, cette année-là. On était bien énervés. et ben, j'arrive un peu au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu voulais aborder, Benoît? Non, je vois pas. Non, après en termes de la. Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que déjà, comment on peut te contacter? Et si on te contacte, est-ce qu'on peut prendre des leçons avec toi en mer, par exemple? Ça fait partie des choses que j'aimerais bien mettre en place. Moi, faire des petits camps d'entraînement, des choses comme ça. Je l'ai pas encore fait, mais c'est vrai que s'il y a des gens qui me le demandent, ça me bottera peut-être les fesses pour lancer des petits stages ou des choses comme ça. Comment on peut te contacter? Comment on peut me contacter? J'ai toujours une page Ocrea Kayak qui va peut-être se transformer en Ocrea Teaching. Mais par mail, par téléphone. J'ai une page Facebook Benoît Leroux, c'est facile à trouver, je pense. Je sais pas si. Oui, mais c'était facile à trouver. Je t'ai trouvé facilement. Ouais. Je pense que je cherchais un Benoît qui fait du kayak et il est tombé sur moi. Et bah cool. Et merci de ton temps et de toutes ces explications. J'étais curieux de connaître les dessous de cette histoire sur Ocrea, malgré le fait que je n'ai pas eu la chance d'avoir un Ocrea et encore moins de tester ce bateau qui va trop vite qu'on n'aura peut-être jamais. Voilà. Ouais, il sera peut-être à vendre aux enchères dans quelques mois. Ça marche. Merci encore de ton temps et je te souhaite une bonne soirée parce que maintenant il est un peu tard et la soirée a bien commencé. Donc. Merci beaucoup à toi. C'était un plaisir. Au plaisir. Salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement
sur l'application de podcast où vous l'écoutez, et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.